À travers son aventure digne des meilleurs récits de chevalerie, Guillaume le Maréchal s'apprêtait à entrer dans l'histoire. Fait meilleur chevalier par le roi de France Philippe Auguste et ses barons, rien ne le disposait pourtant à mener une telle vie. Comment Guillaume le Maréchal, en partant de rien, s'est-il élevé au rang de meilleur chevalier du monde? Quelles étaient ses conditions? Et par quelle audace a-t-il côtoyé quelques-uns des plus illustres personnages de son époque? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. À travers une exploration d'un passé complexe, découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoire. Suivez-moi. Partie 1. De garçon à chevalier. Guillaume le Maréchal naît vers l'an 1145 en Angleterre. Fils de Jean le Maréchal et de sa nouvelle épouse, le petit entre dans l'histoire, à 6-7 ans. En guerre civile entre Mathilde Plantagenet et Étienne de Blois, son père est finalement aux côtés de Mathilde. Durant le siège de Newbury, celui-ci convient à une trêve. Son quatrième fils est envoyé en otage, le petit Guillaume. Alors qu'on menaçait de catapulter le petit au-dessus des douves, ou encore de le pendre, sa pénitence de 2 mois se passa globalement bien en compagnie d'un roi Étienne, le prenant sous son aile et jouant volontiers avec lui. Quand la guerre finit en 1153, Guillaume fut libéré, le roi Étienne mourit en 1154, Henri II devint roi d'Angleterre et notre petit fut envoyé chez un fidèle du roi, en Normandie, chez Guillaume de Tancarville pour faire sa formation d'écuyer pendant 8 ans. En 1167, Guillaume fut revêtu d'une toge blanche et adoubé, puis reçut selon les usages une sorte de baffe pour se souvenir de celui qui l'a fait chevalier, l'a collé. Le maréchal est fait chevalier. Le lendemain, c'est l'opposition entre Louis VII et Henri II à Drincourt. Pour sa première bataille, Guillaume s'illustre en se battant avec honneur comme un preux chevalier, puis perdit son cheval. Quelque temps plus tard, il participait à son premier tournoi au Mans, où il fit des prouesses extraordinaires, tout en tirant beaucoup de bénéfices qui lui permirent de se choisir une bonne monture et une bonne armure. Le maréchal partait ensuite pour l'Angleterre. Partie 2. Vers la gloire. Dès à présent, Guillaume est un chevalier. Il doit partir à l'aventure, tourner et tournoyer, sans jamais s'arrêter pour construire sa gloire et sa richesse. C'est ce qu'il fait. À peine arrivé en Angleterre, le maréchal se met au service d'un autre fidèle du roi, mais encore plus puissant, son oncle, Patrice de Salisbury. Son souverain indisponible, celui-ci fut chargé de défendre l'honneur de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, à sa place en Poitou. Guillaume en fit partie. Le maréchal s'illustra une nouvelle fois avec une vaillance exceptionnelle, portant des faits et blessés, c'est Aliénor d'Aquitaine elle-même qui paya sa rançon, le considérant comme l'un de ses meilleurs protecteurs. Même si Patrice, son oncle, mourut au cours de l'embuscade poitevine près de Lusignan, la gloire de Guillaume est en marche, et déjà solidement réputé, ce dernier s'approche de la couronne. En 1170, Henri II décida de couronner son fils Henri le Jeune, en vue d'une succession pacifique. On lui cherchait un solide homme comme mentor, on choisit ce maréchal qui s'était battu pour Aliénor. Celui-ci s'exécuta. Partie 3. Entre tournoi et rébellion chevaleresque. 3 ans plus tard, Henri le Jeune décida de se révolter contre son géniteur, afin d'acquérir le pouvoir par la force. Mais, pour mener la guerre, il fallait qu'il devienne chevalier. Ce dernier choisit Guillaume le Maréchal pour lui donner l'adoubement. Finalement, cette rébellion se termina en 1174, lorsque dans le traité de paix, Henri II offrit à son fils quelques terres en Normandie et de l'argent. Guillaume, naturellement, fut témoin de l'événement et ne fut l'auteur d'aucune trahison, puisque de fait, il devait seulement allégeance à Henri le Jeune. Le chevalier est un homme qui vit de la guerre, et quand il n'y en a plus, il vit de tournois. Pendant les années à venir, Guillaume le Maréchal alla de tournoi en tournoi, en remportant selon l'histoire chacun de ses combats, tout en partageant sa tactique avec son équipe d'Angleterre, qu'il hissa au sommet du podium. Jusqu'en 1182. Toujours à son poste derrière Henri le Jeune, le statut de Guillaume était très demandé. C'est pourquoi des seigneurs envieux firent croire à l'adultère avec la femme du jeune. Furieux, le maréchal demanda un duel judiciaire, mais, refusé, il fut cette fois-ci mis de côté. On dit que pour ainsi dire libre, tellement reconnu, celui-ci fut approché par quelques grands seigneurs, mais sans succès. En 1183, ce dernier préféra partir en pèlerinage à Cologne. À son retour, Henri était une nouvelle fois en rébellion contre son père. Guillaume est immédiatement rappelé, mais malheureusement ça tourne mal pour le jeune. Ce dernier tombe malade et meurt. Guillaume à ses côtés sur son lit de mort se verra confier son manteau de croisée et son vœu de croisade.
Partie 4. Une croisade et un mariage. Ainsi, en cette année 1185, alors qu'un certain Baudouin IV venait de périr à Jérusalem, Guillaume le Maréchal parcourut son pays pour dire ses adieux à ses proches, avant de se lancer dans la croisade. Selon les récits, il séjourna 2 ans en Syrie, alors qu'il effectua autant d'exploits qu'il était possible à un homme en 7 ans. Souvent en compagnie de ses Templiers qu'il estimait tant, Guillaume se promit d'un jour rejoindre l'ordre du Temple. Ce détail a son importance pour la suite de l'histoire. À son retour, il se mit au service d'Henri II, pour enfin espérer acquérir un domaine et des biens. Effectivement, juste avant de mourir en 1189, le roi lui promit une noble de 18 ans, Lady Isabelle, qui ravit celui-ci. À sa mort, c'est le nouveau roi, Richard Cœur de Lion, qui lui accorda. En 1194, à la mort de son frère aîné Jean II, Guillaume hérita du poste de maréchal royal, une sorte de connétable, un chef des armées. Partie 5. La fin épique d'une légende. Après la mort de Richard, il servit le lamentable perdant de la Roche-aux-Moines et de Bouvines contre la France de Philippe Auguste, Jean sans terre. Jean mourut déchu alors qu'on proposait la couronne au futur Louis VIII. Puis, les barons se révoltèrent et, menés par le maréchal, l'emportèrent contre le dauphin à la bataille de Lincoln. Henri III, trop jeune, Guillaume au sommet, fut nommé régent d'Angleterre. En 1219, il se sentait disparaître. Alors, chez lui à Caversham, il invita quelques jours durant la cour royale pour sa fin à venir. Puis, échangea son ultime baiser avec sa femme avant de se faire chevalier templier, en souvenir de sa promesse en Terre Sainte. Enfin, après l'apparition de 2 anges magnifiques, semble-t-il lors d'un dernier signe de croix, celui-ci s'éteignit en compagnie de son fils aîné, Guillaume le Jeune. Le meilleur chevalier du monde mourut ce 14 mai 1219. Alors qu'avec lui s'envole une aventure épique, ne croyez pas que l'épopée de Guillaume le Maréchal marque la fin des aventures extraordinaires de ces guerriers en armure. Car, durant des siècles encore, d'innombrables chevaliers illustres s'emploieront à repousser les limites du possible. Mais, ceci est une autre histoire.